Allez, salut, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast de Motion Life Teach, comme d'habitude, hein. Allez, jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors j'espère que le dernier podcast t'a pas trop déprimé sur les emprunts. Juste pour revenir dessus 5 minutes. Dans tous les cas, tu sais que mon avis n'est pas l'avis de tout le monde, ce n'est pas l'avis universel, donc renseigne-toi bien avant de faire un choix. Peu importe le choix que tu souhaites faire, fais-le de manière réfléchie et surtout en connaissant bien les conséquences. Voilà, c'était juste la petite digression que je voulais faire. Et puis si t'as pas écouté le dernier podcast, va l'écouter parce qu'il est quand même très intéressant et pourrait t'éviter de faire des grosses conneries. De quoi on va parler aujourd'hui du coup? Et ben, je me rends compte en fait avec le temps en faisant la formation Motion Life Teach, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens en fait qui comprennent pas, qui sont dans le métier, qui font de la 3D, des effets spéciaux, etc. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, qui se rendent pas compte de l'envergure du domaine en fait, que c'est pour sortir un plan d'un film, que c'est pour sortir un film entier, une publicité. Combien de gens il faut, dans quel domaine, comment ça marche, etc. Donc aujourd'hui, je vais te parler un peu de tout ça. Alors je n'ai pas tous les chiffres en tête, et tu me connais, les chiffres pas très bons. Donc ce sera les chiffres, tu les prends avec des pincettes encore une fois, et tu vas les vérifier si tu veux avoir les bons chiffres. Et par contre, les ordres de grandeur seront logiquement assez corrects. Et c'est surtout en fait le principe que je veux t'expliquer qui est vraiment important, parce que les chiffres en soi, on s'en branle un petit peu. Donc on va partir d'exemples, je pense, c'est le plus simple, et puis je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe dans tous ces exemples, ok ? J'espère que ça va te plaire, ça va te permettre un peu de te projeter sur comment chaque type de prod fonctionne, quel type d'artiste dont on a besoin, et puis toi, où est-ce que tu peux finalement t'intégrer dans tout ce process. Alors je vais commencer par le plus gros, et puis je vais terminer par le plus petit du coup. Donc le plus gros type de prod aujourd'hui, donc je vais prendre un exemple, le plus gros qu'on a eu pour l'instant c'est Avengers Endgame. Avengers Endgame, donc aujourd'hui Avengers Endgame c'est 2000 artistes. Donc pas 2000 gens qui ont bossé dessus, il y a beaucoup plus de gens qui ont bossé dessus que ça, la prod et tout, mais en tant qu'artiste 3D, il y a 2000 artistes, d'accord, donc c'est quand même pas mal là. 2000 artistes, aujourd'hui c'est le film qui a fait le plus d'artistes pour l'instant, Endgame, je crois que je sais plus si c'est Endgame ou l'autre Endgame ou Infinity War combiné, je sais plus si sont combinés ou si c'est 2000 et 2000, je sais plus, bref, pas grave, tu iras vérifier comme ça tu pourras savoir. Dans tous les cas, voilà, c'est beaucoup d'artistes quand même. Alors, quel est le process finalement pour réussir à sortir un Avengers Endgame ? Tu t'en doutes, il y a le scénar, il y a le machin, il y a le truc. En fait, ce qu'on ne sait pas en fait, c'est que souvent les gens ont l'impression d'avoir Avengers Endgame, c'est que une seule entreprise qui a fait le film en fait. En fait, ça marche pas comme ça. En fait, c'est en gros, t'as l'entreprise donc Disney qui détient Marvel, qui elle vient avec l'idée sur la table en fait. Donc cette entreprise, voilà, elle dit on va faire ça, machin. T'as le pôle Marvel qui fait les scénarios, les trucs et tout. Et après, une fois que ces gars-là ont ça, après en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent en parallèle aider justement Marvel à pouvoir sortir les images finales de leur film. Notamment en termes d'effets spéciaux, sur Endgame, je crois que c'est plus d'une quinzaine de studios. Encore une fois, les noms tu vérifies, hein. C'est pas sûr que ce soit 15, mais tu vérifieras. Mais je crois que c'est plus d'une quinzaine de studios différents qui ont travaillé. Et en fait, chaque studio va avoir sa séquence en fait de 10-15 minutes. Ou alors tu as des studios qui vont être spécialisés par exemple dans le rajeunissement. Je sais qu'il y a un studio là à Détroit qui fait à Détroit, non je sais pas où il est, en plus je sais pas pourquoi je dis qu'il est à Détroit. Donc il y a un studio qui est spécialisé dans le rajeunissement. Je sais que c'est ce studio là à chaque fois qu'il va faire les rajeunissements de personnages dans Marvel, et je sais qu'il y en a beaucoup des rajeunissements. Donc voilà, donc lui il va s'occuper que des rajeunissements de personnages, tu vois. Il y en a d'autres qui vont être spécialisés dans les décors, faire que les décors, d'autres qui vont faire les personnages en 3D, enfin bref. En gros voilà, chaque studio va avoir sa spécialité, ou chaque studio va avoir sa séquence à truquer en fait. Donc tu vois que c'est pour ça que ça génère beaucoup de gens en fait, parce que les studios en fait vont régulièrement en fait pouvoir travailler sur plusieurs films en même temps, du coup en fait ça dépend ce qui arrive. Donc ils peuvent très bien se faire une séquence de Avengers et puis en même temps se faire une séquence d'un Batman, et donc ça marche comme ça en fait. Du coup Marvel lui fait le scénar. Alors je sais pas si c'est Marvel qui tourne, mais je pense que c'est certains studios d'effets spéciaux qui vont tourner en fonction des effets spéciaux qu'il y a à faire. Je pense que Marvel quand même gère un paquet quand même des tournages principaux, mais ça encore une fois c'est à vérifier parce que je suis pas certain.
que ce soit Marvel, mais en tout cas ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui travaillent en commun pour Marvel du coup, pour vraiment pouvoir sortir les images que tu vois au cinéma. Donc c'est pas une seule boîte qui se dit voilà on fait un film, c'est une boîte qui se dit on fait un film et qui a besoin de l'aide de beaucoup d'autres boîtes pour justement combler les manques de compétences et d'expertise qu'elle a, qu'elle n'a pas du coup. Et ça c'est voilà, c'est déjà le premier truc à comprendre, c'est que un film c'est beaucoup de gens, mais c'est surtout aussi beaucoup d'entreprises différentes. Donc tu vas avoir ce qu'on appelle, donc du coup moi je t'ai parlé des studios. Les studios c'est ceux qui créent les images, mais après tu vas avoir ce qu'on appelle la prod. La prod c'est quoi en fait? C'est un petit peu l'organisateur de tout. J'aime bien utiliser ça pour parler d'une prod. Une prod c'est la personne qui est censée gérer les budgets et gérer les intermédiaires. Enfin c'est l'intermédiaire plutôt pour gérer les rencontres entre les gens. C'est-à-dire que la prod, elle, son boulot, c'est d'avoir un budget qui soit cohérent, tu vois, par rapport au film, de pas que ça explose. Et puis c'est aussi de pouvoir, voilà, c'est elle qui va aller chercher les studios pour faire tel et tel plan, c'est elle qui va aller chercher gérer les organisations des acteurs pour qu'ils soient disponibles sur tel tournage. Bah, bref, en gros, ils gèrent toute l'organisation, la logistique en fait du truc. Et crois-moi, une logistique pour faire un film comme Endgame, c'est monstrueusement énorme. Donc je peux dire qu'ils n'avaient pas une prod en béton, Endgame ce serait même pas possible. Alors là, est-ce qu'ils ont une boîte de prod à part ou est-ce que c'est la prod Marvel qui fait ça? Je ne sais pas, à vérifier. À vérifier. Je ne sais pas si les films ont des boîtes de prod. Je sais que la pub c'est des boîtes de prod différentes à chaque fois. Ils en ont plusieurs même des fois. Là, est-ce que ils ont une seule boîte de prod qui fait tout? Je pense que oui quand même, parce que avoir plusieurs boîtes de prod qui organisent tout, là ça devient un enfer je pense. Mais donc ça à vérifier, encore une fois, tu vois qu'il y aura beaucoup de je sais pas, parce que finalement évidemment tu comprends la base, tu comprends comment ça marche, mais après savoir comment ils ont fait un film en particulier c'est un peu spécifique hein. Donc à vérifier si tu veux vraiment te renseigner, j'espère que tu trouveras l'info. Dans tous les cas, qu'il y ait une ou plusieurs boîtes de prod, c'est pas vraiment important. Ce qui est important à comprendre, c'est que la boîte de prod, elle a un boulot qui est très important et qui est souvent sous-estimé. C'est que c'est elle qui va organiser toute la logistique du film. Et crois-moi, sans elle, le film sort pas. Le film sort pas parce que c'est un monstre à organiser, quoi. Tu t'imagines 2000 personnes juste en graphiste à organiser. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Donc voilà, imagine, il y a quoi? Je sais pas combien il y a de plans sur un film comme ça, mais il y en a énormément. Il faut réussir à caser chaque plan dans un studio hein, donc c'est un putain de bordel logistique hein. Donc heureusement que la prod est là. Donc qu'est-ce qu'il en est en termes de process? On va dire, bon là maintenant qu'on a un petit peu les éléments, donc on a Marvel qui fait les scénarios machin et tout, on a la prod qui est ou dans Marvel ou à côté, mais c'est pas très important, qui va elle gérer toute la logistique du film, c'est-à-dire quand est-ce qu'on tourne, où est-ce que sont les acteurs, où est-ce qu'on tourne, à quel endroit, comment on va aller à tel endroit, comment on va faire dormir les gens, comment on va faire la régie, qui va bouffer quoi, enfin bref, tout ça en fait, tout ce qui est le side effect en fait, tout ce qui est side du film quoi, c'est à côté du film c'est eux. Et puis après tu vas avoir les studios qui eux vont partir en post-production, on va leur filer les plans et ils vont faire les plans au fur et à mesure. Alors évidemment tu as le monteur aussi etc. Et le monteur lui par contre je pense qu'il est dans Marvel parce que souvent le monteur et le réalisateur dans les films sont assez proches, puisque le réalisateur aime bien avoir son mot à dire sur le montage. Et puis après évidemment c'est vrai que j'en ai pas parlé, t'as la prod qui fait la logistique, mais t'as aussi ce qu'on appelle des producteurs et les producteurs exécutifs. Alors c'est pas la même chose, le producteur et la prod entre guillemets. Alors c'est pas la même chose, si c'est un peu la même chose mais c'est un peu différent. Producteur et producteur exécutif en fait c'est pas compliqué, c'est les gens qui mettent l'argent pour faire le film. Il faut forcément investir de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent de faire un film. Et donc c'est des gens qui mettent de l'argent dans un film. Il y en a plusieurs souvent. Et il y a ce qu'on appelle un producteur exécutif. Si lui c'est il y en a même plusieurs sur un film des fois. C'est ce qu'on appelle, c'est un mec qui va mettre de l'argent sur un film, mais il va vraiment avoir un gros son avis va avoir un gros impact sur le film, parce que le producteur exécutif en gros lui il est très présent sur la logistique du film. Il va vraiment être là pour aider, trouver des solutions et voilà. Donc en gros, voilà, le montage se fait avec le réalisateur, producteur exécutif, des fois quelques producteurs pour checker si ça va bien passer en termes de commercial et de communication, etc. Mais voilà. Donc voilà, maintenant que tu as les gens un petit peu de tout ce beau monde, on va parler un peu du process, de la chronologie du machin, quoi, comment ça marche. Dans quel sens ça se passe ce truc. Et en fait, c'est pas compliqué. Ce qui se passe, c'est que la première chose à faire, c'est de faire un scénar avec un pitch et un storyboard. Donc ça, c'est pas compliqué, tu connais la blague, donc on va passer là-dessus, ça c'est Marvel qui le fait. Et une fois qu'ils ont ça, et ça doit être validé par la prod justement, qui dit écoute ça marche, ok, et là ils cherchent les producteurs. Il faut quelqu'un qui paye pour le film, et pour ça il faut qu'ils arrivent à vendre le film correctement. Une fois que le producteur a dit ok c'est bon, je mets l'argent sur la table, on y va, là il va se passer un truc assez intéressant, c'est qu'on pourrait croire que ok on part en tournage et on tourne au fur et à mesure de l'histoire quoi. Mais en fait non, ça marche pas du tout comme ça. En fait on tourne pas du tout un film dans l'ordre. Ce qui se passe c'est que la prod elle va gérer plusieurs équipes de tournage en même temps, et elle va organiser
le truc pour que tout le film soit tourné dans l'intervalle de temps le plus court possible. Donc en gros, en fonction des lieux, on va tourner la fin, le début, le machin avec tel acteur parce qu'il est là en ce moment-là. Sinon, on va prendre une doublure, machin. Donc en gros, il y a une espèce de diagramme logistique infâme à gérer. Mais tout ça pour tourner le plus vite possible. Donc on tourne pas du tout les scènes dans l'ordre, on les tourne en fonction de leur praticité en termes de lieu de tournage, de qui est disponible à quel moment. Et en même temps que ça, en parallèle des tournages, on appelle déjà les studios de création pour la post-prod pour commencer à faire des assets, des machins. On leur dit voilà, il faut faire un vaisseau, il faut commencer à faire le vaisseau et tout. Donc tous en même temps quoi. Je veux dire, la prod elle part pas une seconde quoi. Son but c'est que le film sorte le plus vite possible, qu'il n'y ait pas de retard. Et donc voilà, c'est ça la logistique que je te parlais qui est très complexe. Et en fait voilà, là à ce moment-là, ça commence à devenir un vrai merdier avec tout le monde qui bosse en même temps. Donc là la prod, son boulot justement c'est de débroussailler un peu ce merdier pour que tout le monde s'y retrouve. Donc là forcément le tournage se fait au fur et à mesure, les plans arrivent et puis ce qui se passe c'est que les plans arrivent, ils sont encore en tournage et les studios de création commencent à faire leur post-prod dessus et là en fait on va se retrouver avec une première bande-annonce. Donc des fois la bande-annonce elle se fait quand les tournages sont terminés, des fois elle se fait en fin de tournage. Dans tous les cas, en fait, c'est pour ça qu'il faut que les studios de création commencent aussi en même temps, parce qu'il faut les plans truqués et terminés, ou en tout cas en version 1 pour la bande-annonce. C'est pour ça d'ailleurs que tu remarques des fois il y a des changements entre les plans de la bande-annonce et les plans du film. C'est parce qu'en fait les plans sont passés en version 2, il y a eu des changements entre les deux. Donc c'est aussi pour ça qu'on appelle les studios en même temps et en parallèle pour pouvoir tout simplement sortir la bande-annonce à temps aussi. Donc du coup voilà, ça sort la bande-annonce, hop, après la bande-annonce est sortie, on finit les tournages, on renvoie des plans en studio de création et on avance comme ça de la même manière qu'avant en fait. On sort la bande-annonce numéro 2, puis après le film sort au cinéma et YOLO. Alors une fois que tu as... Voilà, dans tout ce moisi-là, tu as toujours une passage en montage et en son derrière évidemment. Mais ça, c'est moins mon domaine, le son, donc je pourrais moins t'en parler. Mais bon, globalement, en fait, ça marche un peu comme les studios de prod. Je crois qu'il y a plusieurs studios qui font du son. Ça passe aussi en musique, en doublage, en machin, et tout ça, voilà. Encore une fois, c'est la prod, elle a aussi qu'à gérer tout ça. C'est un bordel, t'imagines même pas. Bref, le film sort en salle et c'est trop cool, et où il marche ou il marche pas. Donc ça te permet d'avoir un petit peu le process, et là, en plus en termes de chronologie. Donc au moins, ça te donne le gros process d'un film. Alors j'aimerais juste te parler 2 secondes du budget d'un film avant de passer derrière au prendre un peu plus petite pour que tu comprennes comment ça marche. Le budget d'un film, par exemple si je prends Endgame, c'était 500 millions. Ça peut paraître immensément énorme comme ça, mais en fait quand je te décris toutes les étapes qu'il y a là et quand je te dis tout le nombre de personnes qu'il y a à payer pour tout ça, sans parler des accessoires, des machins, des trucs, des costumes, des sets, des salles à louer pour le tourner, enfin bref, les voyages d'avion, tout, la régie, la bouffe et tout, enfin bref, tu vois le délire. Les hôtels pour les acteurs, enfin je dis les acteurs, même les acteurs, les techniciens, tout le monde quoi. Donc 500 millions en fait finalement, c'est ce qu'il faut quoi. En fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a pas 500 millions qui vont dans le film en fait. Il y a 250 millions sur ces 500 millions, donc du coup la moitié qui vont dans le film, donc dans la création du film, et le reste, les 250 autres millions, ils vont seulement en communication. Et ça c'est la règle pour faire le budget d'un film. C'est chaque budget que tu vois, c'est la moitié en création et en prod, et la deuxième moitié c'est de la communication, de la pub en fait. Donc il y a énormément de budget en pub parce qu'on veut absolument que le film fonctionne en salle. Si le film ne fonctionne pas en salle, c'est la catastrophe. C'est énormément d'argent investi pour une catastrophe, c'est la merde quoi. Donc du coup, c'est très difficile d'avoir un film rentable en plus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de budget, 50% à peu près du budget global qui part en communication et en publicité. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais te faire sur le budget des films. Voilà un petit peu pour comment ça marche un film quoi. Donc un petit truc, j'ai pris en exemple Avengers Endgame, mais tu prends n'importe quel exemple, hein, on s'en fout. Alors maintenant, je vais te parler des prods un peu plus faciles quoi du coup. Donc la deuxième prod où il y a le plus d'argent après le film, c'est la publicité. La publicité, il y a pas mal d'argent, après ça dépend aussi qui est le client. Mais en gros, la publicité, il faut que je t'explique un petit peu comment ça marche en termes de hiérarchie. Donc là c'est un petit peu différent. En gros, je t'avais dit pour les films t'as Marvel, et la Marvel elle a fait de la prod et puis après ça part dans les studios et hop c'est YOLO. En publicité c'est un peu plus compliqué, il y a beaucoup plus d'intermédiaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait les tenants et les aboutissants sont pas les mêmes, je vais t'expliquer. En gros tu vas avoir un client final qui peut être, je sais pas moi, Perrier, Nestlé, enfin bref n'importe quelle marque en fait. Et ce client en fait il a un pôle communication et souvent ce pôle communication est géré ou par une agence externe ou par un pôle interne, mais dans tous les cas c'est un truc qui fait que ça.
Et ce pôle communication, eh ben, il a plein de trucs à faire dans l'année. Il doit faire des affiches, il doit faire des publications Instagram, il doit faire des vidéos YouTube, il doit faire des stories, j'en sais rien. Bref, il doit communiquer sur la marque. Et en fait, ce pôle communication, il y a un moment, il va devoir faire des vidéos. Et les vidéos, c'est là que nous, on rentre en jeu pour la 3D. Donc du coup, tu vois que ce pôle de communication, il peut pas gérer la vidéo tout seul. C'est impossible parce que lui, il a géré toute la communication sur un an de toute une marque. C'est un enfer complet, quoi. Je sais pas si tu vois un peu toute la com qu'il y a, par exemple, sur un truc, je sais pas, comme Nespresso, tu vois, t'as vu le bordel que c'est. Donc l'agence de com qui gère Nespresso ne peut pas gérer de A à Z la vidéo avec Georges Clooney, tu vois, c'est impossible. Il y a tellement de trucs à faire à côté, c'est pas possible. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que tes agences de com va en fait faire office d'intermédiaire entre le client et les créateurs. En fait, les créateurs, ce ne sera pas les studios directement. Parce qu'en fait, les studios, eux, ils font que de la vidéo ou de l'image. Mais en fait, l'agence de com, elle veut pouvoir dédier tout un projet entier à quelqu'un et la personne s'en occupe et on n'en parle plus. Donc c'est pour ça qu'en fait, elle va passer par une boîte de prod. Donc la boîte de prod, c'est exactement la même prod que dans une boîte qui gère la logistique, sauf que cette boîte de prod va gérer la logistique sur les projets entre agences et créateurs. Donc entre agences et tout ce qui est studio, de son, d'image, de 3D, de FX, de tournage, etc. Et donc en gros, ça va être le studio, enfin la boîte de prod qui va aller chercher tous les studios pour créer le film. Donc la boîte de prod, elle, c'est le porte-garant du film en chapeautant tout ça et en gérant la logistique. Et une fois que le film est sorti, c'est la boîte de prod qui va envoyer le film à l'agence de communication qui elle-même va, avec toute sa campagne d'agence de publicité, etc., va renvoyer ça à Perrier ou à n'importe quelle marque. Alors donc c'est très bien ça, parce que ça te permet toi en tant que créateur, si tu es dans un studio, à pas gérer tout le truc de relation client et tout, parce que c'est pas ton métier. L'inconvénient, évidemment, c'est que toi, en tant que studio de créateur, tu te retrouves en fin de ligne. Et en fin de ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup moins bien payé. Et oui, tout simplement parce que tu t'en rends bien compte, le studio, la boîte de prod entre deux et l'agence de com entre deux, elle prend sa part, hein, qu'on soit clair. Ils prennent leur thune dessus, hein, c'est normal. Hein. Ils prennent leur thune dessus, obligatoirement. C'est pas possible de pas prendre la thune. Donc du coup, voilà. Donc je sais pas, t'as l'agence de com, t'as le studio qui fait un film pour 50 000 euros, la boîte de prod elle prend entre 75 000 et 100 000 euros, et l'agence elle prend 200 000, tu vois. Donc ouais, ça fait un peu mal. Mais c'est la vie, et en même temps ils font du vrai boulot et ils en ont besoin d'eux. Donc voilà un petit peu comment ça marche pour la publicité. Après, rien ne t'empêche en tant que créateur d'être aussi agence, donc du coup de pouvoir créer en interne, ça c'est tout à fait possible. Hein. Ça marche tout à fait très très bien. Donc ça te permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors là, quels sont les budgets en pub? Et là en fait c'est tellement variable, parce qu'en fait ça dépend beaucoup du client. Alors par contre, qu'on soit clair sur une publicité, encore une fois les nombres c'est à vérifier, mais pour moi j'ai rarement vu une publicité avec plus de 100 personnes qui ont travaillé dessus. Hein. 100 personnes, ça paraît vraiment énorme. Souvent c'est quoi? C'est 15, 20, 30 personnes, tu vois. 15, 20, 30 artistes, tu vois. 100 artistes déjà, c'est déjà pas mal. Donc il y a beaucoup moins de gens que dans le cinéma, ce qui est normal. C'est des prods qui sont aussi beaucoup plus courtes. On va passer sur des 1, 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois maxi, tu vois. Une pub d'1 an, c'est vraiment une grosse pub. Et après, en termes de budget, j'ai vu une pub pour Chanel, par exemple. Je sais pas si tu te souviens de cette publicité. On voit l'océan. Et en fait, il y a un château qui sort de l'océan. Donc plein de FX et tout, ultra bien fait. Enfin voilà. Pour Chanel. Donc cette pub, elle a coûté 2 millions, tu vois. Donc on est quand même bien en dessous d'un film, hein, évidemment. Normal, une pub c'est quoi? C'est quelques minutes, voire quelques secondes. Donc du coup, mais tu vois, ça peut quand même aller assez élevé. Mais 2 millions, le budget là, c'est le budget de l'agence, je pense. Donc je pense que le studio c'était 500 000. Peut-être qu'il y a peut-être même eu plusieurs studios du coup, parce que c'est même sûr, il y a toujours plusieurs studios. Il y en a un qui fait le son, l'autre le montage, l'autre les FX, l'autre la modé, enfin voilà. Ça marche pareil que dans les films, il y a toujours la boîte de prod va gérer en fait les différents créateurs en fonction de leur spécialité. Donc voilà, 2 millions, et puis tu peux te taper un film à 10 000, hein. Ça arrive aussi, hein. Voilà, donc ça dépend vraiment du client, de l'argent qu'il a, de ce qu'il veut mettre dedans, de la boîte de prod aussi, parce que des fois la boîte de prod, en fonction de ce qu'elle se sert et de ce qu'elle veut faire, ça va pouvoir faire baisser les prix ou pas, donc ça c'est à bouger. Bon, attention quand même, s'il y a une boîte de prod qui vient de voir et qui dit on a 500 euros, souvent c'est mal barré, hein. 500 euros c'est quand même un budget très 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 faible. Donc voilà pour la publicité, tu vois un petit peu comment ça marche. Alors le troisième domaine qui arrive, c'est tout ce qui est film d'entreprise, film comment on appelle ça,
des films, des films d'entreprise quoi. Des films pour entreprise finalement, une pub c'est aussi une film pour entreprise, mais ce que j'appelle les films un peu moins chiadés, tu vois, un peu moins propres, qui sont moins là pour l'image, des films plutôt pour des explications. Ces films-là, souvent en fait tu vas travailler directement avec le client. C'est rare que tu passes par une boîte de prod pour faire ça. Ça peut arriver, mais en tout cas tu passes directement avec le client. Alors le désavantage avec ces films-là, c'est que c'est des films qui sont souvent beaucoup plus longs à faire, enfin beaucoup plus longs, pas à faire, mais comme c'est des films explicatifs, ils sont beaucoup plus longs. Par contre, il y a beaucoup moins de thunes dedans, beaucoup moins de budget, donc souvent les images sont moins jolies, tu peux moins te faire plaisir. Mais bon, après ça reste un boulot aussi, hein, ça marche très bien. J'en ai fait beaucoup d'ailleurs. Et j'en fais encore. C'est pas le problème. Mais voilà, à savoir. Donc ces films-là, ce qui est intéressant, c'est que tu as moins à te chiader sur l'image. Donc tu as plus le droit de laisser passer certaines choses. Mais ce qui est normal, puisqu'il y a moins de thunes, donc c'est normal. Hein, et puis le film est un peu plus long, donc il faut que tu fasses sortir tout le film. Voilà, après j'ai pas trop de choses à dire, parce que finalement, là, comme tu travailles directement avec le client, souvent c'est toi qui fais tout le film entier. Donc voilà, là c'est plus généraliste, tu vas même des fois même te taper le son, donc ça va dépendre, mais en tout cas il n'y aura pas 4 studios quoi. Au pire il y en a 2, il y en a un pour le son, un pour l'image quoi, c'est tout. Sinon il y a un studio, c'est toi, et tu travailles directement avec le client. Ça peut mettre directement en freelance. Alors c'est vrai que quand je dis studio, en fait studio je considère un freelance comme un studio, hein. C'est pas rien. C'est juste un créateur en fait, ou des créateurs. Donc voilà, les films institutionnels, ça peut être des schémas 2D, ça peut être un peu de 3D pour expliquer un truc. C'est souvent un petit peu long en termes de montage, c'est pas très fun à faire. Ça dépend quoi, ça dépend ce que tu expliques, hein, il y a des trucs marrants. Bref, en tout cas, il y a souvent moins d'argent, il y a tout le temps moins d'argent que dans la publicité, c'est sûr. Et les gens là, leur but c'est d'expliquer un truc, c'est pas une image, donc souvent ils veulent s'en-tirer le moins cher possible. Et c'est ça qui est un peu chiant dans les négociations, parce que souvent ce qui se passe, en tout cas moi de mon expérience personnelle, les gens demandent le moins cher possible, donc tu leur donnes le moins cher possible avec le rendu le plus pété, et puis après une fois qu'ils ont le rendu, ils font mais c'est pas assez beau finalement, on peut faire ça, bah oui, mais t'as pris le devis le moins cher possible du coup, donc comment on fait? Donc ça ouais, et alors, en pub il n'y a pas ça, t'as pas ce problème là, parce qu'en pub tu as toujours essayé d'aller au maximum de ton image, alors que à moins que ce soit une pub qui a vraiment pas de thune, mais sinon tu vas souvent aller au maximum de l'image, quitte à enlever des plans plutôt qu'à dégrader l'image en tant que telle. Alors que dans ce type de travaux là, donc les travaux films institutionnels, films explicatifs, etc., films d'entreprise, là c'est plutôt l'inverse, et du coup le client a tendance à revenir sur certaines choses et tout, et tu fais c'était pas prévu comme ça, donc on va dépasser le devis et tout, donc bon. Ça dépend après du client que tu as. Y a un truc que ça ajoute aussi, c'est que comme tu es directement souvent en communication avec le client, tu as la gestion client à gérer en plus, alors qu'avant c'était la boîte de prod qui la faisait pour toi. Donc du coup, crois-moi, c'est une compétence à part entière, et si tu l'as pas, ça peut vraiment t'emmerder et te faire perdre beaucoup de temps. Donc attention à ça. Mais bon, après, c'est un très bon exercice. Crois-moi, c'est plutôt cool. Et puis quand t'as une bonne relation client, ça peut devenir un client régulier, et ça c'est plutôt cool aussi, ça t'entend bien, après tu sais exactement ce qu'il veut, et donc voilà, il y a du bien, il y a du moins bon, il y a du bon, comme tout, de toute façon, à toi de voir ce que tu veux et ce que tu préfères. Donc voilà, donc ça c'était les films institutionnels, les films explicatifs. Les autres types de projets, c'est les derniers types de projets que je peux appeler. Enfin, après il y a encore les derniers, mais ils sont pas vraiment pareils, donc je vais en parler un peu plus tard. Mais on va dire que c'est les derniers types de projets, on va dire, qu'on peut considérer comme des projets. En gros, c'est quoi? C'est court métrage ou clips musicaux. Donc là, c'est quoi? En gros, c'est un réalisateur qui va souvent venir te voir et qui te dit voilà, on a besoin d'un freelance ou d'un studio. Souvent, c'est un freelance, hein, parce qu'ils ont pas assez de thunes pour un studio. On va faire un court métrage, on va faire des effets spéciaux. On va faire un clip musical, on va faire des effets spéciaux. Alors, c'est souvent assez cool comme projet. Alors par contre, l'inconvénient, c'est que souvent les mecs sont ric-rac comme jamais en termes de thunes. Alors là par contre, eux, ils ont que dalle. Et le problème, c'est que comme c'est un court-métrage ou un clip musical, ils ont que dalle, mais par contre ils veulent quand même un truc bien. Donc là, ils font souvent batailler. En plus, tu es souvent en communication avec le réalisateur et c'est pas lui qui te paye. Donc le réalisateur, lui, là, pour le coup, pour court-métrage, il passe peut-être pas par une boîte de prod. Par contre, clip musical, il passe par une boîte de prod. Donc souvent, il y a des décalages entre ce que te dit la boîte de prod et ce que veut te dire le réalisateur. Donc ça, c'est de mon expérience, c'est assez difficile à gérer. Enfin, c'est pas difficile à gérer, mais il faut prendre le coup de main en tout cas pour comprendre qu'il y a un décalage entre réalisateur et ce que te dit et ce que te dit la boîte de prod et ce que tu peux faire.
ils ont souvent pas de thunes, pas hésiter à négocier avec eux. Parce que par contre, eux, ils ont pas photo, s'ils peuvent te racler, ils vont te racler. Ça, les mecs, ils sortent un clip, ils vont te dire ouais, on a 200 balles, qu'est-ce que tu peux faire quoi. Donc voilà, donc pas hésiter à donner bien tes prix, pas prendre de la merde pour rien, même si c'est un clip avec quelqu'un de connu, parce que tu vas voir souvent c'est des clips de gens assez connus, tu me diras c'est cool et tout. Fais gaffe, ne te dévalue pas. Les mecs te proposent un clip, tu leur dis ok c'est tant et tu descends pas. Parce que eux par contre ils ont aucune pitié. Ils ont aucune pitié. Souvent leurs délais aussi sont complètement pétés. Ils ont des délais complètement à l'arrache, beaucoup trop courts à chaque fois. Donc pareil, tu n'hésites pas à donner tes délais, tu leur dis moi c'est pas compliqué, je ne descends pas en tout ça. Et souvent tu vas voir que il n'y a pas moyen parce qu'ils vont trouver aucun créateur qui vont entendre leur délai. Donc voilà. Par contre c'est des projets qui sont assez intéressants dans le sens où ça sort un peu de la publicité parce que c'est un petit peu court-métrage, voilà. Tu fais un petit peu du mini cinéma si je puis dire, et ça c'est assez cool. Donc moi c'est des projets que j'avais fait qui étaient assez marrants à faire. Voilà, ça peut être sympa, mais bien attention sur ces projets là en fait. Bien attention à pas baisser tes prix en fait, parce que souvent les mecs ont aucune thune et ils vont te demander de baisser. Non, tu baisses pas, tu leur dis voilà c'est ça, sinon vous aurez de la merde, c'est à vous de voir. Mais tu baisses pas, parce que là par contre là ils ont aucune pitié, hein. Putain, ce que j'avais vu quand j'avais bossé sur un clip il y a de ça quelques années, je crois que c'était il y a 2 ans. Putain, les mecs, que dalle quoi, ils s'en battaient les couilles, hein. Ils forçaient. Donc, pas hésiter à dire ok, c'est ça, c'est clair et net, tu vois. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu les projets que tu peux avoir en studio et en infographie quand tu es infographiste, que tu sois à ton compte ou que tu sois. Bon, là, c'est vrai que quand je te parlais de prix et tout, ce sera plutôt c'est plutôt si tu es à ton compte, mais aussi si tu es en boîte, c'est pareil. Hein. En société, finalement, c'est pour te dire sur quel type de projet que tu as bossé. Il y a un dernier type de projet sur lequel tu as bossé, j'en ai pas parlé parce que c'est pas vraiment de la photographie, enfin c'est pas vraiment de la vidéo, c'est en fait ce que j'appelle les projets un peu bouche-trou. C'est pas forcément mal, hein, mais c'est des projets qui vont très vite. Donc c'est genre un mec qui va t'appeler, ouais, j'ai besoin de faire une image, est-ce que tu peux me faire un packshot 3D pour une image, toi tu fais ça en 2 jours, voilà. C'est des petits trucs comme ça. Donc il y en a quelques-uns, c'est un mec qui va dire, ouais, je dois faire une bannière pour un site, qu'est-ce que tu peux me faire, voilà, il y a des petits trucs comme ça à chaque fois, ça peut arriver, tu les prends pas, c'est à toi de voir. Ce qui est difficile je trouve avec ça, c'est que c'est un peu difficile de mettre un prix sur ta prestation parce que finalement c'est des prestations que tu fais pas, enfin c'est assez différent de faire un film, tu vois. Donc là ce que tu peux faire, moi j'avais déjà eu le coup un coup parce que ça arrive pas très souvent les projets comme ça, bouche-trou, enfin ça dépend ce que t'attires aussi comme personne. Moi ce que j'avais fait, ça m'est arrivé une fois, j'avais été voir un petit peu ce qui se faisait en termes de tarifs sur internet, tu vois. Bon, ça te donne pas parce qu'il y a tous les prix, hein, mais ça te permet de voir un peu la fourchette. Et puis j'avais pris la fourchette haute et puis voilà, et j'ai pris voilà, on facture tant. Mais voilà. Donc, ces projets bouche-trou, je les ai pas mis dans la même catégorie que les autres parce que c'est pas. C'est des trucs souvent qui se font en 2-3 jours, ça va très vite. S'il y a peu de budget, normal parce que c'est des tout petits projets, donc finalement le budget par rapport au projet il est cohérent. C'est pas comme en clip où il y a que dalle alors qu'il vous demande un truc énorme. Donc voilà, pour citer un exemple, là, il y a pas longtemps j'ai dû faire pour la boîte, là pour ma boîte a dû faire un packshot, voilà, c'était 4 rendus d'un truc modélisé, tu vois. Alors, en 2 jours on n'en parlait plus, tu vois. C'est ce que j'appelle un projet bouche-trou. Pas bouche-trou dans le mauvais sens du terme, hein, c'est dans le sens où voilà, tu vas peut-être avoir des petits trous en bossant parce que tu n'auras pas besoin des clients. Ça peut être de beaux petits projets qui peuvent permettre de bosser un peu. Si t'as rien, ça peut être cool. Voilà. C'est ce que je voulais te parler aujourd'hui de comment ça marchait en fait finalement de créer une image. Et qui travaillait où, dans quel sens ça allait. Donc j'espère que t'as appris des trucs, j'espère que ça t'a un peu. J'espère que si tu faisais partie de ces gens qui, comme moi il y a 2 ans, qui comprenaient pas vraiment d'où venait l'image que tu voyais au cinéma ou en publicité et tout le process qu'il y avait derrière, j'espère que ça t'a un petit peu éclairé l'esprit. Alors c'est vrai que t'as pas tout, hein, c'est un peu plus complexe que ça quand même. Ça te donne au moins une base. Si tu veux te renseigner un peu plus loin, je t'invite à aller voir sur internet, il y a vraiment beaucoup d'informations, notamment sur la prod logistique d'un film. Il y a vraiment beaucoup de choses sur internet que tu peux trouver qui peuvent être très intéressants.
et qui ont abonné beaucoup d'informations. Si t'intéresse, donc je t'invite à aller voir si c'est intéressant encore une fois. Dans tous les cas, j'espère que ça t'a plu. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusque là. Avant de se quitter, j'aimerais te dire quelques petits trucs. Déjà, première chose, j'aimerais te dire que si tu es sur iTunes en ce moment, tu m'écoutes sur iTunes, eh bien, tu n'hésites pas, si tu apprécies le podcast, à me mettre 5 étoiles. Ce serait très très sympathique de ta part, parce que moi, ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité, et puis ça me permet d'être plus dans la communauté, d'avoir plus de gens qui nous écoutent, et de rendre la 3D accessible à tous, et ça c'est quand même bien cool. Donc voilà, si tu as envie de me mettre 5 étoiles, de me faire plaisir, ce serait vraiment top, je t'en remercierai infiniment. Merci beaucoup d'ailleurs, si tu le fais. Voilà, prends le temps, c'est vraiment top. Si tu es sur Android et que tu m'écoutes sur Stitcher, Podcast Addict, Castbox ou autre, tu remarqueras que là tu peux pas mettre d'étoiles, dommage. Par contre tu peux laisser un petit commentaire, donc n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire si t'aimes bien, si t'aimes pas le podcast. Pareil, ça augmente le référencement, donc c'est super cool pour nous, et ça me fait hyper plaisir en plus. Et puis aussi, ce que tu peux faire maintenant, c'est me mettre en commentaire simplement ce que t'aimerais, de quoi t'aimerais que je parle dans les prochains podcasts. Parce que ça peut vraiment être cool. Tu mets un petit commentaire et tu me dis voilà Romain, moi j'ai des questions sur tel sujet, et je te ferai un podcast dessus. Comme ça, ça te permet au moins de participer en étant actif à ce podcast, et puis en plus je réponds à tes questions, donc c'est top, moi je trouve ça très bien. Donc voilà, si t'as l'occasion, mets un petit commentaire, ça me ferait hyper plaisir, et puis en plus on va pouvoir parler de ce que t'as envie. Donc voilà pour le petit appel à l'action iTunes et Android. Dernière chose dont je veux te parler avant qu'on se quitte, tu t'en doutes, c'est le site teach.motion-live.com. Pourquoi je t'en parle ? Parce que dans cette section tutoriel sur ce site, tu as accès à plus de 165 cours gratuits à l'heure où je parle. Cours gratuits en vidéo, c'est réellement la meilleure manière aujourd'hui de se former sur internet, c'est gratuit, et c'est le feu quoi. On prend avec toi sur des logiciels tels que Maya, Blender, 3ds Max, non pas 3ds Max, Substance Painter, ZBrush, After Effects, Premiere Pro, bref la totale. On voit toute la gamme de prod, on voit vraiment énormément de logiciels, c'est vraiment cool et c'est gratos, donc ça vaudrait quand même, c'est un peu con de rater ça, tu vois. Donc je t'invite à aller voir section tutoriel sur teach.motion-live.com. Dernière chose, tu vas voir que tu vas pouvoir, si tu le souhaites, dans cette section, t'abonner. Et oui, t'abonner. Et ça c'est pas mal de s'abonner. Pourquoi ? Parce qu'en t'abonnant en fait, ça te permet d'avoir un accès à plusieurs choses. Première chose que tu vas pouvoir, sur laquelle tu vas pouvoir accès, c'est simplement le fait que tu vas pouvoir, en t'abonnant, recevoir par email tous les cours qui sortent au fur et à mesure. Donc ça c'est vraiment cool, parce que quand tu as les cours qui sortent au fur et à mesure, ça te permet de te former simplement en autodidacte et en continu. Et crois-moi, c'est la meilleure manière de se former, d'avoir du contenu qui tombe toutes les semaines. C'est 2 cours par semaine aujourd'hui qui sortent au fur et à mesure. Tu les as par email, ça te permet de rien rater, c'est vraiment top. Deuxième chose que tu peux faire en étant abonné, et oui, encore du bonus gratuit encore une fois, tu vas pouvoir télécharger les fichiers des tutoriels. Et ça c'est vraiment cool, parce que quand tu télécharges les fichiers des tutoriels, ça va te permettre de pouvoir comparer avec tes scènes à toi. Donc c'est terminé les nuits blanches où tu galères à pas comprendre le bug qui est dans ta scène alors que dans le tutoriel ça marche. Là tu télécharges la scène, tu la regardes, tu compares. C'est pas compliqué, ça te fait gagner un temps fou et c'est gratuit. Et la troisième chose, et je pense que c'est la plus importante, c'est que quand tu t'abonnes, tous les 1 mois, 2 mois en fonction du travail que j'ai, je sors une formation exclusive, gratuitement encore une fois, exclusive pour seulement les abonnés Motion Live Teach. Donc ça vaut le coup. La dernière que j'ai sortie, elle a duré 7 jours, donc c'était 7 heures de vidéo, une tous les jours. Exclusive, vraiment hyper intéressante, elle a eu énormément de succès, j'ai eu beaucoup de retours ultra positifs dessus, et c'est seulement les abonnés qui l'ont. Donc ça vaut vraiment le coup, et donc là je t'invite à t'abonner pour avoir ça. Bref, voilà, donc tu connais un petit peu la chanson, donc tu vas sur teach.motion-live.com dès maintenant, tu vas dans la section tutoriel, tu regardes 2-3 tutoriels, tu regardes si ça te plaît et tu t'abonnes. Et puis moi je te dis à très très bientôt sur le podcast de Motion Live Teach. Je te remercie encore d'avoir écouté ça jusqu'au bout, je te souhaite une excellente soirée ou journée en fonction de quand est-ce que tu te trouves finalement, et je te dis ciao.